Donc, on va juste échanger les fonctions pour cet après-midi entre Raphaël et moi. Voilà. On a permuté. Voilà. Donc, personne n'est rien vu. Donc, on va écouter donc, Raphaël Pic donc, sur la dynamique profonde du rift et de ses conséquences. Et du coup, j'ai la fonction aussi d'être maître du temps. Donc, voilà, sans mettre trop la pression, je vous indiquerai. Voilà. Très bien. On vous écoute. Merci. Merci Jean-Baptiste. Oui, donc comme le disait Jean-Baptiste, je vais vous présenter une présentation que nous avons fait avec un certain nombre d'auteurs de disciplines différentes que vous voyez en bas de la diapo ici, qui est basée sur un article que nous avons écrit dans le livre sur le rift et qui s'intéresse justement à la dynamique profonde du rift et dans sa partie qui tourne autour des problématiques scientifiques des géosciences, comme vous avez en haut de cette diapositive, sur les caractéristiques géologiques principales du rift autour de sa topographie, son activité volcanique, et comment ces deux paramètres sont hérités de cette dynamique profonde, mais aussi de façon un petit peu plus transversale entre les disciplines. Quelles conséquences donc cette dynamique profonde qui régule le rift depuis des dizaines de millions d'années a pu avoir, quelles conséquences directes ou indirectes cette activité a pu avoir, soit sur des problématiques de géosciences comme la fragmentation du continent, ou d'autres problématiques scientifiques plus transversales comme l'évolution du climat et la dispersion des hominides. Donc la première question qu'on peut regarder et qu'on peut essayer de décortiquer dans ce système du rift est-africain, que je vous ai remis ici une des cartes qui a été utilisée dans le rift. Donc dans ce système du rift est-africain, comment on peut essayer de lire et de décoder la topographie pour arriver à justement aller plus loin dans l'interprétation des processus qui ont pu la créer. Donc, si on essaye de décoder cette morphologie du rift, on l'a traditionnellement séparée en deux grands ensembles, que vous voyez ici sur cette diapositive, qui sont ce que nous appelons les dômes. C'est le dôme du Kenya ici, le dôme éthiopien, sont ces grandes zones d'anomalies topographiques élevées sur des milliers de kilomètres d'extension. Et puis, à l'intérieur, bien entendu, ce qu'on connaît mieux pour la définition du rift, ces dépressions alignées le long d'une branche est et d'une branche ouest. Si on veut aller plus loin dans la façon de décoder la signature topographique et morphologique de ce rift, on peut zoomer ici dans la partie centrale du rift où on a les deux branches du rift. Vous avez le zoom ici où on voit plus précisément la topographie. Et si on fait une coupe topographique ou géologique à travers cet ensemble, c'est la figure que vous avez ici en bas, on peut y lire et décoder deux composantes très différentes de cette topographie. La première, c'est une composante qui est convexe, avec une longueur d'onde très très importante, de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, qui est une composante de la topographie qui peut amener à des altitudes qui dépassent les 1000 mètres. Et c'est celle qu'on observe à grande longueur d'onde sur tout le rift. Et superposée à cette composante, une composante de plus courte longueur d'onde qui est dessinée ici en rouge et qui, pendant l'extension du rift, vient se surimposer à ce bombement régional et va créer les épaules de rift qui se soulèvent et les dépressions qui sont à l'aplomb de ce soulèvement. Si on se déplace sur l'autre dôme, au nord, en Éthiopie, vous avez ici le zoom, et si on fait pareil, une coupe à travers ce plateau éthiopien, on peut reconnaître le même type de composantes. D'abord, un bombement de grande longueur d'onde ici. Il paraît moins important que celui qu'on vient de voir au centre du rift, mais en fait, tout simplement parce qu'il est coupé en deux. Ici, vous avez juste la moitié du système, l'autre moitié doit être recherchée de l'autre côté sur
les plateaux yéménites. Un bombement, un système de dépression lié à l'extension sensu stricto, qui fabrique aussi pas trop de topographie positive à cet endroit-là, mais beaucoup de topographie négative, c'est-à-dire d'effondrement. Et vient ici se superimposer une troisième composante de la topographie, qui est le volcanisme. Alors le volcanisme, on le verra sur la diapo d'après, peut être disposé dans le temps et dans l'espace de façon relativement hétérogène tout le long du rift. Et la caractéristique de ces plateaux au nord de l'Éthiopie, c'est d'avoir une quantité de volcanisme accumulée très très importante, et en espace, latéralement et aussi verticalement, sur plusieurs centaines de mètres régulièrement, mais qui peut atteindre jusqu'à 1000 ou 2000 mètres localement, et qui devient justement une composante importante de la topographie sur ces plateaux. Alors ces plateaux, c'est ce que nous décrivait François-Xavier ce matin, hein, c'est une accumulation monotone de lave il y a très très longtemps. Hein. Ici, on est sur des échelles de temps qui sont relativement longues et dans des temps relativement anciens. Une crise volcanique majeure qui a mis en place cette énorme pile de lave il y a une trentaine de millions d'années et qui maintenant représente ces hauts plateaux, hein, qui culminent quand on additionne le bombement initial plus l'empilement des laves, qui culmine à plus de 3000 mètres et qui vont jusqu'à 4500 mètres sur le plateau éthiopien. Alors bien sûr, comme je vous le disais, le volcanisme tout au long du rift est-africain n'est pas composé que de ces immenses épanchements de lave très très anciens et qui sont en rouge sur cette carte. Il est aussi composé d'une activité volcanique qui a parsemé toute l'histoire du rift et qui s'est plutôt, on le voit ici, localisé il y a quelques dizaines à millions d'années et plus récemment en bleu, s'est localisé tout au long du rift lui-même, quand le rift s'est développé, avec bien sûr la branche est très très impactée par cette activité volcanique et la branche ouest un petit peu moins. Alors ce volcanisme qui a été mis en place tout au long de l'évolution du rift s'est mis en place soit sur les épaules, soit à l'axe du rift. Ici, vous avez une vue du rift en Tanzanie avec les volcans actifs et notamment celui de l'Oldonyo-Lengai qui sera exposé tout de suite après par Stéphanie Desfossés sur son histoire et sur l'impact qu'il a sur les populations locales. Alors, comment ces deux composantes importantes, géologiques importantes de l'activité du rift, peuvent-elles être liées finalement à son activité profonde? Et il faut pour ça regarder cette image qui a été présentée rapidement ce matin par Christelle, qui représente une coupe du globe à travers l'Afrique de l'Est, en passant à peu près du sud de l'océan Atlantique jusqu'à l'Arabie, et qui est une coupe de ce qu'on appelle une tomographie sismique. C'est tout simplement la représentation de la vitesse des ondes sismiques dans le manteau, représentée par rapport à la moyenne. Quand les couleurs sont bleues, c'est qu'on a des vitesses qui sont légèrement supérieures à la moyenne, c'est-à-dire que les ondes sismiques se propagent plus vite, et quand c'est rouge, les ondes sismiques se propagent moins vite. Ce qu'il faut tirer de ça, c'est cette énorme anomalie de vitesse sous l'Afrique, qui est ce qu'on appelle une grande zone de matériel mantélique plus chaud, et ce matériel mantélique plus chaud a tendance à remonter vers la surface en gardant sa température. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un panache thermique, donc un panache de manteau qui remonte à l'état solide, bien sûr, rien n'est fondu à ce moment-là, qui remonte sous la plaque et sous la lithosphère est-africaine. Donc, comment est-ce que ce panache mantélique qui vient du cœur de la planète peut-il interagir avec la surface et peut-il justement modifier et donner la signature topographique et magmatique, volcanique qu'on y observe? Ce que je vous propose là, dans les quelques diapos, c'est de regarder un petit scénario d'évolution dans une des zones du rift, ici, dans la partie nord, entre les plateaux éthiopiens et la dépression de l'Afar, pour montrer comment ce panache mantélique, qui est ici sur ce schéma représenté avec cette grande bulle, comme le disait ce matin Christelle, rouge, qui vient en fait impacter ce qu'on appelle la lithosphère africaine. Vous voyez l'échelle ici, c'est 100 km, donc on est dans les 200 premiers kilomètres.
la lithosphère africaine et ce qu'on connaît plus, ce qu'il y a sous nos pieds, hein, la croûte continentale. La première conséquence très très importante de l'arrivée de ce matériel mantélique très chaud qui vient des profondeurs, c'est de fondre massivement et de pouvoir, justement, en transférant les magmas vers la surface, fabriquer cette province volcanique très très étendue et très très épaisse de quelques millimètres. Vous voyez ici hein, l'échelle, et c'est pour ça qu'on a mis une petite coupe à côté, puisque en fait ces phénomènes profonds sous le rift, en fait, quand on les image à leur vraie taille, finalement, ne nous permettent pas de voir la surface, puisqu'en fait la surface à cette échelle-là est horizontale. Donc si on fait un zoom, on se retrouve dans quelque chose qu'on peut un peu mieux appréhender. Vous avez ici une échelle verticale très très dilatée, hein, 2 km et 100 km d'étendue, et où on a donc les premiers phénomènes de l'arrivée, processus entraîné par l'arrivée de ce panache sous la lithosphère africaine il y a 30 millions d'années, c'est-à-dire le grand bombement que je vous ai décrit tout à l'heure et la mise en place de cette immense pile de lave. On peut regarder le scénario en plusieurs étapes. Vous avez une deuxième étape où là, la lithosphère va être étirée, hein, c'est ce qu'on appelle l'extension continentale. La lithosphère va être aussi amincie petit à petit, et donc on va avoir le développement du rift, c'est un substrito, hein, celui qu'on connaît, avec ses soulèvements des pôles, ses dépressions, le volcanisme à l'axe des différentes dépressions. Le stade actuel hein, dans cette dépression à phare, qui est dû à cette interaction extrêmement importante entre le manteau profond et la surface, c'est un stade d'amincissement lithosphérique extrêmement avancé, hein, avec une fragmentation continentale qui n'est pas encore terminée, hein, et qui se trouve à un stade qu'on appelle la transition entre l'océan et le continent. Le rift a pratiquement amené la lithosphère à être fracturée complètement. Il reste un tout petit peu de manteau et encore un petit peu de croûte, mais on se rapproche du stade océanique qui est ici en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Cette transition océan-continent, elle s'exprime à l'axe de la dépression à phare par une activité volcanique fissurale extrêmement intense à l'axe de ces segments, et on appelle ça des segments puisqu'en fait on a une zone plus ou moins large où est focalisée et l'activité tectonique qui étire la croûte et l'activité volcanique qui résulte de la fusion du manteau au-dessous et qui concentre tous ces processus tectoniques et géologiques dans une ligne comme ça qui finalement est la matérialisation de la frontière de plaques. Je n'irai pas plus loin sur les enjeux scientifiques et les questions scientifiques autour de cette transition océan-continent. Je vous ramène au poster qu'on a sur le projet ANR Magmaphare qui justement décrit la science actuelle qu'on fait sur cette transition océan-continent. Donc cette transition océan-continent et ce volcanisme fissural, il a aussi comme conséquence, et puisqu'on parle des conséquences dans cet exposé, d'amener en fait à la surface de très grandes zones inhospitalières couvertes de lave, comme vous avez ici. Il a aussi comme conséquence à la surface d'avoir une certaine activité et un certain aléa sismique, hein, comme vous voyez ici par exemple, la rupture très très impressionnante à la surface due au tremblement de terre de la crise volcanotectonique de 2005-2010 dans le rift de Dabaou. Et vous voyez ici l'échelle avec notre collègue Derek Kerr qui la matérialise. Une autre conséquence à la surface, c'est aussi de transférer des magmas dans la croûte terrestre et donc en fait d'avoir cette énorme quantité d'énergie et de chaleur qui peut interagir avec le système hydrologique de surface et qui amène à une certaine activité hydrothermale. Et là, je vous laisserai aussi avec l'exposé de Christine Adongo dans la suite de l'après-midi pour décrire plus en détail ces processus et phénomènes liés à l'activité hydrothermale et comment les populations humaines peuvent s'en servir en géothermie. Ce que vous avez ici, c'est des zones naturelles sur le bord du Graben de Tendau. Ce que je viens de vous décrire là, ce sont les conséquences directes de cette activité profonde sous le rift, pour ce qui est de sa tectonique, de sa topographie et de son volcanisme.
On peut s'interroger aussi sur les conséquences indirectes de cette activité profonde, et notamment quelles sont les conséquences indirectes via cette topographie très élevée de l'Afrique de l'Est. Vous avez ici justement une question que les scientifiques se sont posées dans les études dans les années précédentes sur quel rôle pouvait jouer la topographie du rift sur le climat régional. Vous voyez sur cette petite illustration sur la gauche que en fait, les anomalies topographiques, surtout quand on a des reliefs qui ont plusieurs milliers de mètres, interfèrent très fortement avec la distribution et les mouvements des masses d'air sur les continents, avec ici des parties de la topographie où des précipitations orographiques sont concentrées et des parties de la topographie qui sont des zones d'ombre pluviométriques où, au contraire, on a des zones sans précipitation. Sur cette image ici, qui représente les mouvements des masses d'air et la pluviométrie en Afrique de l'Est, on voit qu'on a typiquement une dissymétrie longitudinale des précipitations qui suit le relief, avec des zones désertiques à semi-désertiques sur la façade orientale et au contraire des zones tropicales sur la façade occidentale dans le bassin du Congo et ses contreforts. Cette dissymétrie climatique a des conséquences importantes à la surface, bien évidemment, notamment sur la végétation, et comme vous pouvez le voir sur cette carte, qu'on ne va pas prendre le temps de décrire, mais avec des zones sur la façade orientale qui ont plutôt une végétation de type semi-désertique et les zones tropicales avec des forêts de la façade occidentale. Les scientifiques, sur ce rôle qu'a pu jouer la topographie du rift sur le climat régional, se sont intéressés aussi à savoir, au-delà du constat qu'on peut faire sur le climat actuel, quand est-ce que ces perturbations du climat ont pu avoir lieu et quand est-ce que, justement, on peut imaginer que le climat a changé en Afrique de l'Est dû à cette topographie. Donc il y a une partie des scientifiques qui s'intéressent à reconstruire l'histoire de la topographie, et on a aussi des collègues, notamment Pierre Sépulcre, dont vous avez aussi, je vous renvoie à son poster qui est dans la salle à côté, qui s'intéressent à modéliser quels sont les effets justement de cette topographie à la surface et sur les mouvements des masses d'air. Et justement, ici, vous avez une modélisation qui a été produite pour regarder l'impact de la topographie. Et donc, quand on enlève complètement la topographie, vous voyez sur cette modélisation, quand on enlève complètement la topographie, que la pluviométrie, en fait, se concentre sur la façade occidentale du continent, orientale, excusez-moi, du continent, alors qu'on vient de voir sur celle d'avant qu'en fait, la topographie actuelle fait écran. Ces modélisations nous permettent justement de regarder la sensibilité de cette topographie, la sensibilité de l'évolution du climat avec cette topographie. Ici, je vous montre un exemple plus récent qui a l'avantage, par rapport à celui qu'on vient de voir juste avant, d'utiliser des capacités de modélisation qui s'améliorent continuellement, donc des capacités de modélisation bien plus importantes et qui maintenant permettent de modéliser en fait le climat régional avec une résolution bien plus importante et bien plus précise que ce que je vous ai montré dans la diapo avant, et où vous voyez ici, où vous pouvez reconnaître sous les couleurs la forme de la Corne de l'Afrique, et vous voyez ici qu'en fait ils arrivent à modéliser le climat et les masses d'air à une résolution qui tient compte de la topographie des dômes et donc de la topographie très basse entre les dômes pour regarder les mouvements des masses d'air. Ça, c'est vraiment les enjeux actuels pour pouvoir arriver à modéliser l'évolution précise du climat régional en fonction de cette topographie. Une autre question qu'on peut se poser indirecte sur
quelle est la conséquence et l'importance de cette topographie, c'est sur le rôle que cette topographie a pu jouer sur la dispersion des hominides. Il y a pas mal d'équipes qui s'interrogent et qui commencent depuis quelques années à s'intéresser, en travaillant et en croisant les approches, à cette question fondamentale. Ici, vous avez une carte qui représente un modèle essentiellement basé sur des données climatiques, d'ailleurs avec les mêmes auteurs, une partie des mêmes auteurs que les études que je vous ai montrées dans les diapos précédentes, et qui regarde l'adéquation de l'habitat pour les hominides au Pliocène avec leur zone de distribution. Et où on voit que, climatiquement parlant, on se retrouve avec une bonne adéquation sur cette période entre 4 et 3 millions d'années à peu près, entre cette adéquation et cette modélisation de l'adéquation et la distribution des hominides. On peut s'intéresser aussi à comment les barrières potentielles que forment ces reliefs à la surface de la planète ont pu influencer la dispersion de ces hominides. Là, vous avez une carte des barrières qui existent sur cette période clé de la dispersion des hominides entre environ 2,8 et 1,5 million d'années, la répartition des hominides et comment ces barrières peuvent jouer un vrai rôle sur la dispersion. Vous aurez Isabelle Crèvecoeur demain qui vous exposera beaucoup plus en détail que moi ici ces interactions entre barrières et dispersion des hominides. Mais je voulais mentionner en terminant cet exposé un nouveau les d'une équipe interdisciplinaire du GDR Rift qui s'intéresse à essayer de modéliser les changements dans ces environnements physiques et l'implication sur la dispersion des hominines au Pléistocène par une approche de modélisation que je vais vous illustrer sur la dernière diapo, qui a été faite non pas en Afrique de l'Est, là, mais publiée récemment sur l'exemple de l'arc de la Sonde au nord-est de l'océan Indien, où ils ont essayé de regarder le trajet et des hominines entre la partie nord et sud de cette zone, en utilisant une modélisation où les contraintes topographiques différentes contraintes topographiques sont rentrées et où ils sortent un paramètre d'interférence du paysage vis-à-vis du déplacement des hominides, et la modélisation essaye de reproduire le trajet aléatoire de ces hominides dans un contexte précis topographique et de contraintes topographiques. Donc ici, vous avez le résultat final avec en effet les trajets qui permettent d'expliquer en fait, la dispersion de l'Homo erectus sur cette période de temps du nord au sud de cette zone. Et voilà, donc je vais vous laisser avec cette image de l'habitat du centre de la Phare qui, dans le climat actuel, permet d'illustrer correctement l'implication très forte de cette zone très active tectoniquement et volcaniquement sur l'habitat humain. Je vous remercie.